Une nouvelle édition sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est connu depuis hier, mercredi 17 juillet 2019. Il s'agit de Rémi Prosper Moretti, nommé en Conseil des ministres ce mercredi, mais pas très connu dans les arcanes de la presse au Bénin. Vous suivrez dans cette édition les appréciations de quelques professionnels des médias et le portrait du nouveau président de la HAC. Vous suivrez dans ce journal les appréciations d'Édouard Loko, ancien vice-président de l'institution de régulation des médias au sujet des nouveaux membres de la 6e mandature de la HAC. Le Nigeria a remporté hier mercredi 17 juillet 2019 la médaille de bronze grâce à sa victoire sur la Tunisie, 1-0 dans le cadre de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. Les membres de la prochaine mandature sont connus à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Ainsi, les commentaires fusent de partout afin d'apprécier la composition de cette mandature. À cet effet, EZAE TV s'est rapproché de l'ancien vice-président de l'institution de régulation des médias, Édouard Loko, afin de recueillir ses appréciations et commentaires. Je vous invite à le suivre. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Au regard des attributions qui sont les siennes, le législateur béninois a voulu que la HAC ait une composition équilibrée. C'est pour cela que vous avez d'un côté les professionnels des médias qui y élisent 3 représentants, un de la presse écrite, un de l'audiovisuel et un technicien. Et de l'autre côté, vous avez le politique, c'est-à-dire le président de la République et l'Assemblée nationale qui envoient 2 juristes, 2 communicateurs et 2 personnalités. Parce que le rôle de la HAC, c'est d'être un tribunal, je dis bien un tribunal en matière de déontologie. Ceux qui ne maîtrisent pas les textes ne savent pas de quoi nous parlons. Allez lire la loi organique de la HAC, vous comprenez. C'est un tribunal en matière de déontologie. Donc, on a besoin aussi bien des professionnels, des juristes, que du regard neutre de personnalité. C'est pour ça que le législateur a voulu cette composition. Et je crois que, et je suis certain que la HAC actuelle, dans sa composition, peut relever les défis qui sont les siens. Pour moi, la HAC là est adéquatement constituée pour redonner un nouveau souffle. Parce que, reconnaissons-le, l'institution a quand même 25 ans. La première mandature a été installée le 14 juillet 1994. Donc ça fait 25 ans que l'institution est née. Et aujourd'hui, la HAC d'aujourd'hui n'est pas la HAC d'hier. Les défis ne sont radicalement pas les mêmes. Ce n'est plus la presse de papa. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, vous avez beaucoup de médias sur Internet qui ont même, avec le temps, plus d'influence aujourd'hui que les médias traditionnels qui courent derrière eux pratiquement aujourd'hui. Comment faire pour que cet outil qu'est Internet, une chance également, ne devienne pas un problème pour nos pays? C'est là la problématique. Et c'est là le rôle de la HAC. Parce que les nombreux forats sur lesquels nous sommes aujourd'hui, ils sont plus puissants, ils ont plus d'audience que des médias, que beaucoup de médias. Donc, ils doivent être régulés. La loi l'a prévu. Mais comment le faire? Il faut que la HAC, elle est bien composée parce qu'ils sont conscients de leur rôle. Il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Le grand défi majeur, ce n'est pas faire de l'esprit, c'est d'être de son temps pour cette HAC. Parce que en 1994, quand on installait la HAC, il n'y avait même pas une seule radio privée, une seule télévision privée. Vous imaginez? Aujourd'hui, non seulement il y a des radios privées, beaucoup de radios privées, beaucoup de télévisions privées et beaucoup de télévisions privées étrangères que nous ne maîtrisons pas du tout, et surtout les médias sur Internet et par Internet. Donc le grand défi pour la HAC actuelle, c'est d'être de son temps, et c'est des hommes et des femmes de leur temps
qui y sont envoyés. Restons avec Édouard Loko qui nous présente cette fois-ci les défis de cette législature. Pour lui, la HAC doit travailler en étroite collaboration avec l'ARCEP. Suivez. En Afrique du Sud, je crois, et en Tanzanie, je crois le Ghana aussi s'est acheminé vers cela. La HAC et l'ARCEP sont fusionnés. Vous comprenez la démarche. Donc aujourd'hui, notre HAC doit travailler en étroite collaboration avec l'ARCEP. Parce que l'un ne peut pas réussir sa mission sans l'autre. Surtout la HAC ne peut pas réussir sans l'ARCEP. Donc, je sais que le nouveau président qui est là, il connaît cette problématique-là. Et c'est par là que ça peut beaucoup les aider, une collaboration étroite entre la HAC et l'ARCEP. Parce que comme vous le dites, aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. Avec derrière son clavier, bon, on peut écrire n'importe quoi et tout. Et puis bon, on peut se cacher même sous de faux numéros, des pseudonymes. Mais il n'est pas impossible de remonter à tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est que même les grandes nations comme la France, une loi contre les fake news, ils ont fait. Maintenant, ils ont conclu un accord avec Facebook qui a l'obligation de retirer de lui-même des contenus qui seraient dangereux ou injurieux. Et nous, les pauvres pays, nous qui n'avons pas ces moyens et qui pourtant, tous les jours, sont envahis par des contenus dangereux même pour nos pays. J'ai dit contenus dangereux pour nos pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec des manipulations, on peut vous faire croire qu'on est en train de massacrer dans tel village. Et les responsables de tel village doivent aussi aller se venger. Bref, vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que Internet est une chance. Mais comment faire pour que cette chance ne devienne pas un danger pour nos pays? C'est là l'un des grands défis des institutions de régulation comme la HAC. Je sais que les journalistes ont mal à leur profession pour ce que les gens en ont fini par en faire. Et il faudra courageusement qu'ils acceptent que la HAC fasse le ménage. Je ne m'en vante pas, mais c'est sous ma mandature que nous avons commencé à faire vraiment le ménage, où nous avons institué les auditions publiques. Ça faisait mal, très mal, mais ça a discipliné, où nous avons fermé. Ça fait mal, c'est pas pour faire mal, c'est pour sauver toute une profession. Et quelquefois même sauver les journalistes. Parce que vous voyez, lorsque vous avez le pouvoir de vous lever un matin, détruire une vie, vous savez, vous avez ce pouvoir en lançant, détruire une vie. Si l'information est juste, parfait, c'est bon. Mais si c'est faux, par exemple, et que le public a comme l'impression que rien n'est au-dessus de vous, il pourra avoir des vengeances privées. C'est dans cette optique que nous avions en son temps, lors de la mandature, la 5e mandature, dont j'ai été vice-président, nous avions décidé de sévir. Chaque HAC, son contexte. La HAC qui vient de finir, bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle n'a pas voulu procéder comme nous, faire des auditions publiques tout le temps, mais elle a aussi sévi. Le problème, c'est que on voit souvent tout de suite la main du politique derrière. Mais non, c'est la HAC qui a ce pouvoir. Et je vous le dis, c'est mon prédécesseur à la HAC, Agapik, qui l'a dit. Quand j'ai fini tout de suite, moi-même aussi, je l'ai dit. Je crois que Richard Mendy aussi vous dirait la même chose. La HAC n'utilise même pas le 10e de son pouvoir en matière de régulation et surtout en matière de déontologie. On ne souhaite pas qu'elle l'utilise, sinon on va fermer trop de médias. Mais que l'on sache qu'il y a un gendarme, je crois, et la HAC doit travailler à ça. Parce que les gens finissent par croire qu'on peut tout faire et tout dire impunément, et ils mettent en danger toute une profession. Dans les pays développés, le journalisme n'a pas disparu à cause d'Internet, mais nous ici, les médias sont à la peine. Suivons à présent le portrait de Rémi Prosper Moretti, nouveau président de la HAC, 6e mandature, nommé par le président Patrice Talon.
Père de 2 enfants, Rémi Prosper Moretti a fait son primaire à Parakou avant de poursuivre le secondaire à Kandi où il décroche son diplôme de baccalauréat au lycée Mathieu Bouquet. Il va intégrer la faculté des sciences juridiques de l'Université nationale du Bénin, d'alors devenue aujourd'hui Université d'Abomey-Calavi. Le natif de Kandi va bénéficier d'une bourse d'études en communication qui lui permet d'obtenir un diplôme de technicien supérieur en télécommunications avec l'option en Algérie. Il s'est spécialisé en traitement de l'information et du signal, ce qui lui ouvre les portes de Bell Bénin Communications, un opérateur de réseau mobile qui n'est plus en activité au Bénin où il était chargé du réseau Borgou à Libouri. Né en 1966 à Kandi, Rémi Prosper Moretti va se frayer un chemin dans l'arène politique dans sa commune natale avec succès. Il se fait élire successivement conseiller communal, chef du 3e arrondissement et 2e adjoint au maire au sein du conseil communal de Kandi. Rémi Prosper Moretti, nommé depuis ce 17 juillet, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, 6e mandature au soir du 20 juillet 2019, date où vient à expiration le mandat de la 5e mandature, conduite de main de maître par Adam Boni Tessi. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2019 a également procédé à la nomination d'un nouveau directeur de la police républicaine. Une décision qui suscite plein de commentaires et d'analyses sur la toile. À cet effet, Ezae TV s'est rapproché de Distel Amoussou, consultant en médias communication, analyste politique, afin de recueillir ses appréciations. On l'écoute. Avant Ounopé, il y avait quelqu'un qui, à la tête, n'est-ce pas, de la direction générale de la police nationale, il y avait un autre à la tête de la gendarmerie nationale. Maintenant, il y a eu ce projet de fusion des 2 forces conduites, pilotées évidemment par Yaya et Ounopé. Maintenant, si pour des raisons de stratégie ou pour des raisons de convenance, ou pour des raisons de définition de perspective de politique sécuritaire de notre pays, on demande à Nazer de se reposer pour que son adjoint, qui était donc le numéro 2 dans la conception, n'est-ce pas, de la fusion des 2 forces, prenne la tête. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir pourquoi est-ce que cela devrait se faire. Ce que je retiens pour ne pas faire la langue de bois, c'est que il y a eu la récente décision de la Cour suprême et qui, n'est-ce pas, dégrade, n'est-ce pas, Nazer Ounopé, c'est-à-dire lui ôte un galon. Alors, est-ce que dans cette nouvelle posture, avec le nouveau galon, est-ce que Yaya ne le supplante pas dans l'ancienneté? Est-ce que Yaya ne le supplante pas même dans l'équilibre, dans l'égalité des galons? On dit que l'ancienneté compte. Est-ce que ce ne sont pas ces considérations qui propulsent d'office Yaya à la tête donc, du commandement? Je ne sais pas, mais je crois que c'est des éléments qu'il faudrait de façon objective analyser que de se mettre dans des considérations de béninoiserie, quoi. Maintenant, lorsqu'on regarde le colonel ou le contrôleur, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, général Yaya, il a le profil adéquat, c'est un gendarme bien formé et qui a fait son diplôme d'état-major, qui a fait, je crois, son école de guerre. Donc, je crois qu'il a les outils, il a les performances, il a le profil adéquat pour accompagner le chef de l'État dans la mise en place de la politique sécuritaire de notre pays. Le compte rendu de négociation de l'accord de gouvernement hôte entre la République du Bénin et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company Limited relative au projet de pipeline Export Niger-Bénin au EMIN
et la contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage du monument Amazon à Cotonou étaient entre autres décisions prises lors du conclave gouvernemental du mercredi 17 juillet dernier. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Compte rendu des négociations de l'accord de gouvernement hôte entre la République du Bénin et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company Limited, relatif au projet de pipeline Export Niger-Bénin. L'accord de gouvernement hôte fait suite à la signature de l'accord bilatéral entre le Bénin et le Niger pour la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Dans ce cadre, les négociations se sont menées avec la société en charge de réaliser les composantes du projet sur notre territoire. La prochaine phase du processus consiste en la signature de l'accord avec la société West African Oil Pipeline Benin Company, WAPCO Bénin, société de droit béninois créée en vue de construire, exploiter et entretenir le système de transport béninois pour former avec le système de transport nigérien un système de pipeline intégré provenant du Niger et traversant le territoire du Bénin jusqu'à sa côte. Le Conseil a pris acte des conclusions de la négociation et instruit les ministres en charge du projet de procéder à la signature du dit accord, puis de veiller à sa mise en œuvre efficiente. Contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage du monument Amazon à Cotonou. Le gouvernement a initié dans le périmètre de la zone portuaire des projets et programmes d'investissement pour soutenir le développement de la ville de Cotonou. Il s'agit du réaménagement du boulevard de la Marina, y compris le tronçon Carrefour-Libercom, entrée du port autonome de Cotonou, et d'un programme global d'aménagement urbain et paysager à réaliser le long du dit boulevard. Les composantes de ce programme sont l'aménagement de l'esplanade des Amazones, l'aménagement de la place de l'Indépendance, du champ de foire et des jardins de Mathieu, la conception et la construction du monument Amazon et du monument aux morts. Le monument Amazon vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays et consiste à ériger un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il consiste en une statue en structure métallique avec une enveloppe en bronze d'une hauteur hors tour de 30 mètres. À l'issue des consultations menées aussi bien au plan national qu'international, l'artiste sculpteur Lee Sian-kun de la société Beijing Huashi Sian-kun Culture Art & Co. Limited, qui a une grande expérience en matière de conception et de réalisation de monuments à l'international, a été retenu. Les ministres concernés par la mise en œuvre du projet sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires à cet effet. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 19e édition du Festival de cinéma Clap Ivoire, qui se déroulera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 8 septembre 2019. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le Nigeria a remporté hier, mercredi 17 juillet 2019, la médaille de bronze grâce à sa victoire sur la Tunisie, 1-0. Dans cette petite finale sans spectacle, les Super Aigles ont ouvert tôt la marque suite à une nouvelle bourde de la défense tunisienne, notamment de son gardien Ben Cherifia. Odion Igalo en profite pour inscrire son 5e but de la compétition. Le marquois électrique du stade Al-Salam ne va pas changer jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le Nigeria monte ainsi pour la 8e fois sur la 3e marche du podium. Son attaquant Odion Igalo, sorti sur blessure juste avant la mi-temps, est meilleur buteur du tournoi avant ses 5 buts en attendant la finale entre le Sénégal et l'Algérie demain. Seuls Sadio Mané, Riyad Mahrez et Adam Ounas, 3 buts chacun, peuvent encore le rattraper ou le détrôner.
Toujours au sujet de cette finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, nos reporters ont sillonné les rues de Cotonou à la recherche des ressortissants sénégalais. Ils ont pronostiqué au sujet de cette rencontre. Suivez. Le match qui va arriver, comme on est déjà en finale, on a débuté timidement. Arrivé jusqu'à là, je pense que le Sénégal va prendre la coupe. Le score, ce sera 2-0. Un but de Sadio Mané et un but de Mbaye. Ça, on est tous derrière. Nous sommes très contents aussi, nous voir que les Béninois supportent beaucoup les Sénégalais. Ça aussi, ça nous rassure. Et nous sommes très heureux d'être là aussi. En propos de match de demain, je vois 2-0 en faveur du Sénégal. Ce serait dur, Inch'Allah, mais quand même, on va gagner. Le Sénégal va gagner. Avec Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr, Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. C'est sûr. Ça serait 2-0 ou bien 2-1. Mais moi, je compte 2-0 pour le Sénégal. Sadio Mané, quand même, il va marquer un. Mais le deuxième but, en tout cas, c'est 2-0. Inch'Allah, demain. Les buteurs, non, les buteurs, tous les joueurs peuvent marquer, même les défenseurs. Mais quand même, j'ai des scores de 2-0. Le match de demain, on est fiers du match de demain. Parce que, Inch'Allah, on va mener le champion à Dakar. Inch'Allah, c'est 3-0 de Sadio Mané. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.